du MIT qui va nous faire voir la vie en couleur en compagnie du commandant Cousteau. Mais d'abord, on enfile un ciré, des bottes et on part pêcher la sardine du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Là-bas, on est marin de grand-père en petit-fils et le poisson roi, c'est la sardine. Cet héritage, on en est fier dans la région. Alors préparez-vous, ce voyage va sentir les embruns et le poisson grillé. C'est le poisson du pauvre qu'on mange sur le pouce. Mais dans ce petit port vendéen, la sardine est un étendard. Saint-Gilles-Croix-de-Vie s'est construite autour de ce poisson bleu qu'on ne pêche ici qu'au printemps. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est la sardine. C'est la première espèce débarquée en tonnage depuis bien longtemps, qui fait vivre encore des générations et des générations de gens. Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie, aujourd'hui une seule commune, sont séparées physiquement par une balafre, un fleuve nommé la Vie. Au début du XVIIe siècle, Saint-Gilles est une ville de cabotage, un port pour l'acheminement des marchandises avec de l'autre côté du fleuve un bout de terre hostile, inhabité. La sardine abonde sur les côtes, mais la population en profite peu. Puis un jour, des Espagnols d'origine marocaine, les Morisques, débarquent apportant une nouvelle technique pour pêcher. Tandis qu'une femme, une baronne locale, investit la terre vierge et fait construire Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, deux villages frères, puis réunis, aujourd'hui l'un des premiers ports de pêche de sardines de l'Hexagone, révèle une histoire de marins, les héros des mers, mais aussi une affaire de femmes, travailleuses acharnées des conserveries qui ont fait la fortune de cette ville. Ah, on a eu de bon Dieu. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? On a eu 3 pour l'instant, 3 petites. Je sais pas quoi faire. Ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on fait de la route, là, qu'on cherche. C'est un métier de chasse, faut chercher. Chercher, trouver, pêcher. Alors on peut très bien en pêcher 50 kilos, comme on peut en pêcher 3 tonnes. Même si on trouve la sardine, des fois on l'attrape pas. Elle est là, mais on n'arrive pas à l'attraper. Elle est plus rapide que nous. Dans cette baie, entre l'estuaire de la Vie et le nord de l'île-Dieu, les sardines abondent depuis toujours. La qualité du plancton y favorise la reproduction du poisson argenté. Ah ben ça s'en est, ça. Allez, on va filer. On va mettre en pêche. Mon arrière-grand-père était marin, mon grand-père était marin, mon père était marin. Donc je suis baigné dedans depuis que je suis gamin. Et à l'époque, je me rappelle, on pêchait de la sardine au bout de la jetée devant le port. Là. Au XVIe siècle, les locaux pêchent la sardine, mais à la ligne. En 1609, les Morisques, ces fameux pêcheurs d'origine marocaine, fuyant les persécutions en Espagne, vont leur montrer comment attraper la sardine au filet, ce qui permet de pêcher de grandes quantités de poissons. Aujourd'hui encore, les marins pêchent au filet, mais en paire, à 2 bateaux. T'as mal un peu partout, quoi, le matin quand tu te lèves, mais bon. Puis là, c'est que le début de saison, donc ça va. Et dans 5-6 mois, on va tous être fatigués, parce que c'est vraiment de la pression. Ah, je suis content, ouais. On a pêché ce qu'il fallait, même un peu plus. On a voulu garder ce métier de sardine fraîche. On sort le matin pour le vendre avant le midi. Au début du XVIIe siècle, les Morisques s'établissent sur la Petite Île, un bout de terre où les habitants sont rares. Ils sont à l'origine marocains et musulmans, mais ils se sont exilés en Andalousie où ils ont dû se convertir au catholicisme. Ils vont donc se fondre dans la population de cette côte et le quartier qu'ils façonnent est résolument vendéen. Les Morisques vont enseigner aux gens installés ici, aux locaux, comment pêcher la sardine. Et à partir de ce moment-là, le quartier de la Petite Île va devenir un quartier de pêcheurs.
Le quartier est construit autour de cours et autour de rues zigzag ou de rues coupe-vent, des petites venelles qui limitent en fait la force du vent, hein, parce que c'est omniprésent dans notre environnement, le vent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi des maisons, des constructions très basses, pour limiter la prise au vent. On retrouve sur les toitures de la tuile romaine qu'on surnomme tige de botte parce qu'elles étaient moulées autrefois sur les cuisses des femmes, des tuiles qui sont scellées hein, à la chaux les unes aux autres pour éviter qu'elles s'envolent. On a aussi des volets qui sont colorés dans les quartiers de pêcheurs parce qu'à partir du 19e, on utilise les restes des peintures des bateaux pour pouvoir couvrir ces volets et ces portails. Dans ce quartier de Croix-de-Vie, les pêcheurs vivent en communauté. L'une de ces maisons de sardiniers se visite. On partage tout, on partage le malheur comme on partage le bonheur. C'est quelque chose d'important pour eux. Si un, aujourd'hui, n'a pas assez de pêche pour pouvoir manger, si les autres en ont plus, eh bien, on va ramener dans cette famille, on va ramener du poisson pour que tout le monde puisse quand même manger. Cette vie collective s'organise autour de courettes qui permettent aux maisons de communiquer entre elles. Dans ces courettes, c'était surtout pour l'entretien du matériel de pêche. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait rincer les filets, les casiers, toutes ces choses-là. Et puis les femmes ramandaient. Donc on s'assoyait dans la cour, on papotait, tout en ramandant. Il y a 2 pièces, et on sait qu'en 1920, c'est un couple de pêcheurs avec 11 enfants. Manque de place, on met quand même 4 filles dans le même lit. La vie n'est pas du tout facile, mais c'est pas pour ça qu'il faut se renfermer. Il faut, quand on sort de chez soi, qu'on soit comme tout le monde. Hein. Mais c'est ici qu'il reste. Hein. On ne se mélange pas trop. On est Croix-de-Vie, on ne va pas trop de l'autre côté. Hein. On ne traverse pas trop le pont. On reste de ce côté-ci. Et les gens de Croix-de-Vie avaient plutôt tendance à dire que de l'autre côté, c'était des gens de là-haut. C'était des gens plus haut en société que... Vous voyez, on reste dans son quartier, on vit dans son quartier. Déjà à l'époque, on vivait comme ça. Aujourd'hui, chaque maisonnette a son identité propre, sa touche particulière. Et en mémoire de ces pêcheurs originaires d'Afrique du Nord, ce pâté de maison s'appelle le quartier du Maroc. Au XVIIe siècle, c'est au port que les marins passent l'essentiel de leur temps. Ici, il n'y a alors aucune infrastructure portuaire. Jusqu'à ce que Marie de Beaucaire, baronne possédant des terres, en voit tout le potentiel. Marie de Beaucaire est une femme d'affaires, gestionnaire, et c'est à ce titre qu'elle va décider ici de solliciter le roi Henri IV pour effectuer les premières infrastructures portuaires qui vont se trouver juste derrière. Ces aménagements porteurs vont permettre le développement de l'activité maritime de ce côté-ci de la vie. Puis si on remonte les siècles, au fur et à mesure, on a une activité de pêche à la sardine qui va devenir de plus en plus importante de ce côté-ci du port au niveau de la vie. Juste derrière le port, à l'emplacement de l'église actuelle de Croix-de-Vie, Madame de Beaucaire prend une décision, y faire édifier une chapelle. 500 habitants sont recensés dans ce périmètre et il est temps, selon elle, de créer une paroisse pour officialiser Croix-de-Vie comme village. Ici va naître une légende, celle du Petit Louis, où l'offrande bien-aimée, c'est la sardine pêchée. Au XVIIe siècle, l'Église, c'est vraiment l'autorité locale. Et les marins sont attachés à cette autorité locale. Ils prient pour préserver leur vie en mer. Et les femmes de marins vont elles aussi prier pour le retour de leurs époux. L'un des tableaux d'Henri Simon met en scène le Petit Louis. Ce Petit Louis aurait compté auprès de la statue de la Vierge ses malheurs. Il était orphelin, il était affamé. Et le lendemain, auprès de la Vierge, il retrouve un morceau de pain. Le Petit Louis devient adulte, marin-pêcheur, et pour remercier la Vierge qui avait été généreuse avec lui tout au long de sa jeunesse, à l'issue des pêches, il mettra toujours de côté une partie de ses recettes de pêche. De là, les marins ont eu pour habitude de mettre une toute petite partie de leurs recettes de pêche de côté qu'ils donnaient à l'église. À partir de 1840, arrive en Vendée un procédé révolutionnaire, la conserve à l'huile, indispensable pour faire durer cette sardine qui ne se pêche qu'au printemps. Ici, il y avait une douzaine de conserveries
Les chaloupes sardinières étaient débarquées ici. Il y avait des petites charrettes à bras tirées par des hommes. Et puis, c'était amené dans les différents lieux de conserve. Quand la sardine arrivait, c'était une vie qui se mettait en mouvement. Chaque usine avait sa propre sirène pour alerter le personnel de venir travailler dans les usines, parce que quand les bateaux arrivaient, immédiatement, il fallait démarrer la production. C'était souvent des femmes de marins pêcheurs qui travaillaient dans les usines, qui venaient à vélo, qui venaient à pied. C'est un travail dur parce que c'est un travail physique, c'est un travail manuel. S'il fallait travailler 10 heures, c'était 10 heures. Si c'était 12 heures, c'était 12 heures. Donc voilà, il y avait, quand la sardine était là, elle était là pendant 6 mois de l'année, il fallait la travailler, et quel que soit le temps qu'on y passait. C'est l'âge d'or de la sardine. Ses nombreuses conserveries et les doigts de fée des ouvrières font la renommée de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Aujourd'hui encore, 2000 tonnes de sardines sont pêchées chaque printemps. Et il reste une conserverie en activité, Gendreau. Avec une boîte, presque une œuvre d'art, incarnant à travers un personnage le rôle des femmes dans cette industrie prospère. Une égérie dont la vie romancée est née au bord de l'eau, sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui s'étend sur plus de 3 km. Elle s'appelle Mademoiselle Perle. Ça m'a paru évident que c'était une femme, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes autour de la sardine qui s'occupent de petites tâches très délicates en usine, etc. Au fil des années, elle a épousé un marin, donc elle a appris à être autonome, forte, indépendante, à gérer la vie en l'absence de son marin. Elle est curieuse, elle est avide de découvrir plein de choses et puis de rencontrer des gens dans les ports, de rencontrer toutes sortes de populations. Les habitudes de cette allégorie de la sardine ne sont pas très éloignées de celles des Gilocruciens, les habitants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui se retrouvent de l'autre côté du fleuve la Vie, au banc des sardines. La sardine qu'on prépare ici, c'est de la sardine qu'on appelle, nous, préparée façon marin-pêcheur. On entend par là de la sardine comme on fait dans les familles de marins pêcheurs de sardines, hein, dont moi-même je viens. Et c'est de la sardine tout simplement grillée avec du gros sel. Finalement, on est vraiment des frères de la côte les uns les autres. C'est grâce à la pêche et à ce monde maritime qui est un monde très, très solidaire. Au-delà des revenus des uns et des autres, c'est une passion. Allez, direction la côte est des États-Unis maintenant. Je vous emmène tout à côté de Boston. C'est là que se trouve l'une des plus grandes universités du monde. Des cerveaux brillants ont fréquenté ce lieu et l'un d'entre eux a illuminé les poissons. C'est l'incontournable.